Donc, je vais vous présenter donc cette thèse en architecture que j'ai menée au sein de l'Université Lumière Lyon 2 et au sein également de l'École nationale supérieure d'architecture de Lyon. Elle a été dirigée par Vincent Véchambre, qui est l'actuel directeur du RISE de Villeurbanne. Et elle s'intitule donc « Entre valeurs affectives et valeurs d'usage, quel avenir pour les églises paroissiales françaises ? La région urbaine Lyon-Saint-Étienne, interrogée donc par le référentiel du plan Église québécois ». Je vais tenter de relater 2 volumes de thèse. Donc là, vous avez un volume, mais il existe donc un deuxième volume qui compile la partie inventaire de mon travail de recherche. Et 3 années de travail, donc en abordant tout d'abord la genèse de ce projet de thèse, la problématique et l'état de la recherche. Je vous présenterai ensuite les principaux objectifs et la méthode et les outils qui ont été mis en œuvre pour atteindre ces objectifs. Donc, je vous présenterai ensuite les principaux résultats avant de conclure et de débattre avec vous. Vous pourrez ensuite poser toutes les questions à la fin de la présentation. Alors, tout d'abord, comment et pourquoi ce sujet ? Après l'obtention de mon diplôme d'architecte et également de l'habilitation à la maîtrise d'œuvre, j'étais attirée par la recherche et donc par mener un doctorat. Alors que je cherchais un sujet dans le champ du patrimoine, donc spécialisation dans laquelle j'ai été diplômée à l'École d'architecture de Lyon, j'ai découvert la problématique du devenir des églises lorsque Vincent Véchambre m'a mis en contact avec la chaire de recherche du Canada en patrimoine urbain, donc à l'Université du Québec à Montréal. C'était cela en 2014. Ce sujet m'a interpellée car à l'époque, l'avenir de 2 églises est en jeu dans la ville où j'habitais et habite encore, Villeurbanne. Donc, en découvrant la situation des églises au Québec, je me suis alors demandé quelle était celle des églises paroissiales en France. C'est alors, comme vous allez le voir, qu'un vaste sujet s'est ouvert à moi. La thèse que j'ai soutenue publiquement, donc c'était en novembre 2018, il y a bientôt maintenant 1 an, était l'aboutissement d'un projet dont l'objet et la méthode ont émergé suite à une année de recherche au Québec que j'ai effectuée à Montréal, donc où j'ai eu l'opportunité et la chance d'être accueillie donc, dans cette chaire de recherche par les professeurs Lucie Morisset et Luc Noppen, qui sont des grands spécialistes de l'architecture, du patrimoine, et notamment Luc Noppen du patrimoine religieux. Donc, durant cette année, j'ai participé à un programme de recherche action qui s'appelait le Plan Église, que je vous présenterai par la suite, où j'ai intégré une équipe pluridisciplinaire qui mêlait les champs de l'histoire de l'art, de l'architecture, mais également de l'urbanisme et du droit. Donc, dans ce contexte, les outils que j'apportais, qui étaient les outils de l'architecte, donc des plans, des perspectives, voilà, les outils de l'architecte, ont permis la mise en forme de projets de reconversion de l'Église, élément qui manquait à l'équipe pour pouvoir proposer réellement des projets. Donc, face à ce constat et à la valeur complémentaire donc, de ma discipline qui était l'architecture, le projet doctoral a vu le champ donc dans le champ de l'architecture. J'aurais pu être en histoire de l'art, etc. Donc, la volonté était vraiment de mener une thèse dans ce champ-là. Et sur le territoire français, donc à mon retour en 2015, à mon retour en France. Il faut savoir que ce projet a été sélectionné par la région Auvergne-Rhône-Alpes à l'époque et a bénéficié d'un financement de 3 ans, ce qui n'est pas, on va dire, donné à tous les projets de recherche. Donc, c'était une chance. Et je remercie encore la région pour cela. Donc, voyons tout d'abord quelle est la situation des églises paroissiales en France. Donc, depuis les années 2000, les préoccupations quant au devenir du patrimoine religieux augmentent face à l'évolution et à la baisse de pratique des cultes historiques, donc majoritairement la religion catholique pour la France. Ce phénomène qui a débuté dans les années 60 reste l'un des faits les plus marquants et pourtant les moins expliqués de l'histoire contemporaine. Aujourd'hui, la baisse de pratique entraîne la diminution de fréquentation des édifices cultuels qui, associés au manque de moyens humains et financiers de l'Église, génère parfois l'apparition de friches religieuses. Si les couvents, les monastères, les séminaires et d'autres institutions religieuses catholiques subissent la sécularisation depuis déjà certaines décennies, et nombre de ces bâtiments sont d'ailleurs déjà transformés, le phénomène touche à présent de près les églises paroissiales. Mais alors vous me direz, pourquoi différencier les églises paroissiales des autres édifices religieux ? Eh bien parce que le régime juridique des églises paroissiales françaises constitue une spécificité nationale, voire même européenne et internationale. Ce cadre juridique implique une gestion particulière qui nécessite de les différencier par rapport aux autres édifices religieux, tels que des chapelles, de couvents, de châteaux ou encore de bonneries. Pour résumer brièvement la situation en France, depuis la loi de séparation des églises et de l'État qui date de 1905, on observe 2 situations. On a d'un côté les églises qui étaient construites avant 1905, donc elles appartiennent aujourd'hui aux communes
elles font partie du domaine public et sont légalement affectées au culte. Et d'un autre côté, nous avons les églises construites après 1905, qui ont été financées par les diocèses et les paroissiens, qui sont aujourd'hui des propriétés des diocèses, donc des propriétés privées. Aujourd'hui, lorsque le culte s'arrête, pour pouvoir changer l'usage d'une église, une procédure légale de désaffectation doit être réalisée quand il s'agit d'une église communale, mais non d'une église diocésaine. Je ne parle pas d'une cérémonie religieuse qui est une cérémonie d'exécration ou de désacralisation. Là, je vous parle on va dire, du contexte juridique et pas des lois canoniques. Je reste dans le juridique étatique. Donc ce régime juridique aujourd'hui conditionne la situation que l'on observe et il est souvent invoqué comme un frein, voire même une impossibilité de reconversion. Or, la loi de 1905 prévoit ce changement d'usage. Il y a 5 conditions, 5 hypothèses qui permettent, suite à cette désaffectation légale, juridique, qui est possible, de changer l'usage d'une église. À présent, quelques chiffres. L'Observatoire du patrimoine religieux, qui est une association, relève que les 3/4 des églises paroissiales seraient fermées toute l'année, celles-ci ne servant qu'exceptionnellement pour les mariages, les baptêmes, les enterrements. Il estime également que d'ici 2030, près de 5 à 10% des églises pourraient être vendues, détruites ou abandonnées, ce qui correspond à entre 5 et 10 000 églises. En réalité, il s'agit d'estimations, car la France ne dispose pas de chiffres précis concernant le phénomène de sous-utilisation et de fermeture des églises. Les derniers chiffres fournis par la Conférence des évêques de France datent de 2017 et font état d'un nombre total d'églises sur le territoire de 42 258. Donc vous voyez, on peut différencier entre les églises communales, publiques, on va dire qui appartiennent aux communes, on en dénombre 40 307, et les églises diocésaines qui sont de propriété privée, on en dénombre 1951. Donc, actuellement, le constat est le suivant. Quand une église perd son usage cultuel, comme tout édifice, la question de sa conservation se pose. Si, comme le préconise la Charte de Venise, la conservation des monuments est toujours favorisée par l'affectation à une fonction utile à la société, la situation semble plus complexe en ce qui concerne les églises paroissiales. Les représentations collectives et sociales autour de ces édifices semblent occulter les possibilités de transformation. Même si aujourd'hui 71% des catholiques français se sont prononcés favorables à la transformation des églises vacantes en bâtiments civils, donc c'était une enquête qui avait été réalisée en 2016. Aujourd'hui, la dimension symbolique des églises est assez puissante et finalement favorise l'inaction. Après un certain nombre d'années sans utilisation ni entretien, les églises se dégradent au point où parfois la démolition semble malheureusement être l'unique solution économiquement viable pour le propriétaire. Donc, face à ce constat, on observe à presque chaque annonce de fermeture, de démolition, voire même de reconversion, un véritable investissement collectif. Il se traduit par des mobilisations d'habitants, qu'ils soient croyants ou non, dont les revendications donnent lieu à des conflits à travers des pétitions, allant parfois même jusqu'à des actions en justice. C'est le cas actuellement autour de l'église Saint-Bernard sur les pentes de la Croix-Rousse. Dans tous les cas, ces controverses sont largement relayées par les médias et dépassent les enjeux architecturaux de conservation. Donc cela est expliqué en partie par le fait que dans l'imaginaire collectif, les églises sont majoritairement perçues comme un bien commun, rattaché à une mémoire collective ou à un patrimoine commun. Donc, en ce sens, les églises font d'ailleurs partie des édifices les plus protégés au titre des monuments historiques en France. Donc, sur 44 655 monuments historiques, 30% est du patrimoine religieux. Donc, dans ce patrimoine religieux, ce ne sont pas que les églises paroissiales. Sur les 13 400, ce ne sont pas que des églises paroissiales, mais en tout cas, il y en a une très, très grande partie. Donc, cette reconnaissance, si vous voulez, cette protection patrimoniale montre bien cette conception de patrimoine commun. Donc, face à ces constats, avec d'une part les mouvements, une certaine désertion de bâtiments, la problématique est la suivante. Entre considération patrimoniale et lien affectif,
qui se traduit par ce mouvement de population. Comment assurer la pérennité des églises paroissiales lorsque le culte s'arrête? Et comment accompagner et faire avancer ce phénomène de patrimonialisation des églises paroissiales? C'est la problématique scientifique, on va dire, qui se posait. Donc, où en est la recherche, justement, par rapport à ce sujet? Les études en sciences humaines et sociales ont fortement investi le phénomène de sécularisation, mais rares sont celles qui se penchent sur les conséquences de la désertion récente des lieux de culte, et encore moins n'abordent la question des moyens pour assurer la reconversion architecturale et fonctionnelle. Alors que de telles investigations existent par exemple autour de la réappropriation du patrimoine industriel ou même du patrimoine hospitalier. Il y a vraiment des groupes de chercheurs sur ces thématiques-là. Sur le patrimoine cultuel, encore assez peu. Donc, en France, ces recherches, tant en ce qui concerne l'ampleur du phénomène de désertion que le degré de sensibilité patrimoniale des habitants, sont tout juste émergentes. Ces recherches sont à peine... voilà, elles émergent juste. Face à cela, des pays comme la Belgique ou encore l'Angleterre ou les Pays-Bas, eux sont les réels acteurs dans le renouveau de leur patrimoine cultuel, mais le Québec s'illustre comme pionnier et référence en la matière. Alors cela s'explique pour plusieurs raisons. Tout d'abord, il est le premier territoire à avoir pris ce problème à bras-le-corps, avec le financement et la mise en place d'un programme de recherche dont je vous parlais, intitulé le Plan Église. Donc, suite à des expériences de reconversion, heureuses comme malheureuses, dans un contexte où les églises sont toutes privées, il faut savoir que là-bas, toutes les églises appartiennent aux paroisses et non pas aux communes. Ce plan a été pensé comme une stratégie de reprise à l'échelle d'un territoire par les acteurs du milieu à la fois universitaire, culturel, politique et religieux. Ils se sont vraiment associés ensemble pour prendre ce problème à bras-le-corps. Donc les principes de ce plan Église se basent sur 3 constats qui semblent rassembler les conditions nécessaires pour assurer un projet de reconversion durable. Parce qu'il y a eu des projets de reconversion, par exemple, faits par des privés. Alors, je vais vous prendre un exemple que j'ai en tête. Un magasin de meubles dans une église, finalement, le montage économique de ce particulier ne tient pas la route. Et on pense avoir sauvé l'église sur le moment parce qu'on a impulsé ce projet-là. 5-10 ans après, le projet est arrêté et finalement, on se retrouve avec le même problème. Donc l'idée, c'est vraiment de penser des reconversions durables dans le temps. Et pour cela, il faut savoir que de plus en plus, au Québec, les communes rachètent les églises. Donc une situation qui paraît lourde pour certaines communes en France, où les communes disent que c'est un patrimoine difficile à entretenir, etc. Il faut savoir que finalement, cette situation est en train d'être inversée au Québec, où les communes rachètent les églises pour des projets, pas pour du culte, pour monter des projets pour la collectivité. Donc, les principes de ce projet, je vous explique donc les conditions nécessaires qui ont été observées à terme. Le premier principe, c'est que le maintien et la réappropriation des églises nécessitent une connaissance générale et détaillée préalable, c'est-à-dire sur un territoire, le nombre d'églises, leur implantation, leur histoire, leur qualité architecturale, leur usage, si elles sont en fonction ou pas, et également leur état de conservation. Donc c'est la cartographie que vous voyez. Là, c'est sur le territoire de la vallée du Haut-Saint-Laurent, sur lequel a été monté le programme, où il y a vraiment un inventaire des églises. Donc les différentes couleurs expliquent les différents usages ou les différents états des bâtiments. Le deuxième constat, donc l'expérience québécoise démontre largement que finalement, sans projet, sans nouveaux usages, la pérennité de l'église n'est pas assurée. Parfois, une mairie a acheté une église, a investi en se disant c'est notre patrimoine, c'est souvent le bâtiment le plus ancien de la commune. C'est sûr qu'ils ont un passé beaucoup moins long que le nôtre, donc ces édifices sont vraiment... ils disent que leurs églises sont leur château, finalement, par rapport au patrimoine français. Donc c'est souvent le bâtiment le plus ancien de la commune. Et parfois, des mairies ont investi dans l'église en se disant qu'ils trouveraient un projet ensuite. Ça ne se fait pas forcément, et finalement, la mairie se retrouve presque à revendre l'église derrière. Donc voilà, il y a vraiment cette notion de penser à la fois s'il y a un rachat ou s'il y a une reprise d'une église, de penser le projet en même temps. Et le troisième constat montre aussi que les églises promises à la démolition ne sont sauvées que lorsqu'elles sont revendiquées par la société civile. Et ça, c'est des choses l'on peut observer en France. Comme je vous ai dit, il y a des mouvements à chaque fois, une fermeture, etc. Donc c'est des leviers qu'il faut avoir en tête lorsqu'on a ces problématiques-là.
Donc, pour répondre à ces conditions sine qua non, le plan Église est organisé en plusieurs étapes méthodologiques qui apportent donc, les connaissances nécessaires au préalable, l'inventaire, etc. Une expertise et un accompagnement en agissant comme des médiateurs entre la municipalité, les habitants, les paroisses et les diocèses, pour esquisser des perspectives d'avenir en proposant des projets de reconversion en accord avec les besoins locaux. Donc il y a vraiment une étude au préalable qui est faite sur le bâtiment, sur les capacités de l'édifice, etc. Enfin, je vais vous l'expliquer par la suite, c'est ce que j'ai mis en place dans le cadre de ma thèse, pour épauler à la fois les municipalités et les paroisses, pour converger vers un projet commun de reprise de ce bâtiment et qui est souvent porté, comme je vous le dis, par les citoyens, par les habitants. Et dans ces cas-là, les choses sont beaucoup mieux vécues. Donc, par rapport à cette problématique québécoise et la problématique française, cette méthodologie québécoise et cette problématique française, quels étaient les principaux objectifs de ma recherche? Donc, comme énoncé à l'introduction, tout d'abord, le travail ambitionnait de développer une recherche dans le domaine de l'architecture, qui est un domaine récent scientifiquement. La discipline de l'architecture est très ancienne, mais le doctorat est récent. Donc voilà, c'était vraiment de s'implanter dans ce champ-là. Parce que la question de la spécificité de la recherche en architecture est très, très récurrente en France. Donc nous voulions, entre théorie et pratique, mener une recherche action. Donc voilà pourquoi nous avons fait appel à cette méthodologie québécoise qui était dans cette dynamique, justement, de l'action. Donc il s'agissait de mener une recherche, comme je vous le disais, action, plaçant le chercheur-architecte ou l'architecte-chercheur. Il fallait avoir les deux étiquettes en même temps, à la fois comme analyste et comme acteur engagé sur le terrain, pour ne pas rester qu'aux constats qui sont souvent faits, mais on va dire passer à l'action. Donc pour cela, un des premiers objectifs était donc d'appréhender et de mesurer le phénomène l'ampleur du phénomène de mutation de l'église paroissiale. Alors, comme je vous le disais, pour l'instant, c'est des estimations. On n'arrive pas encore à vraiment mesurer l'ampleur de ce phénomène. Et enfin, dans une visée pratique, un des objectifs était d'élaborer des méthodes et des outils concrets pour participer à la patrimonialisation de ces églises paroissiales, pour accompagner ces mouvements que l'on pouvait observer. Donc, quelle méthode a été mise en œuvre pour atteindre ces objectifs? Eh bien, la principale a été d'utiliser le plan Église que je vous ai présenté, tout d'abord comme une grille de lecture ou comme un révélateur de la situation française, mais également l'utiliser comme une force de proposition pour générer dans le contexte français des méthodes adaptées. Donc, en aucun cas, une approche comparative n'a été déployée. Comme je vous l'ai dit, les deux contextes juridiques sont différents, donc on ne peut pas comparer les deux situations. Il s'agissait donc de mettre à l'épreuve ce plan Église et de l'adapter au contexte culturel, social et politique français sur un territoire représentatif du territoire national pour pouvoir ensuite généraliser les enseignements. Donc c'était des critères, on va dire, scientifiques. On n'a pas défini des limites géographiques arbitrairement. Donc le choix s'est porté sur un territoire que nous avons nommé la région urbaine Lyon-Saint-Étienne, car les contextes tant géographiques, économiques qu'historiques sont suffisamment variés et contrastés. Les limites qui ont été définies assurent une représentativité géographique, donc avec des milieux urbains, périurbains et ruraux, et une représentativité architecturale illustrant la diversité des églises catholiques édifiées sur le territoire français, avec bien sûr des spécificités lyonnaises, car vous savez que chaque territoire a ses particularités architecturales, les régionalismes, etc. Mais en tout cas, en termes de chronologie, le territoire Lyon-Saint-Étienne a été très peu touché, notamment par les bombardements de guerre. Donc on a encore des édifices, vraiment, on a une étendue chronologique d'édifices très représentatifs, en fait, des édifices cultuels, contrairement à des régions dans le nord, par exemple, où on a surtout des églises édifiées au XXe siècle, car les territoires ont été complètement bombardés. Et les églises étaient souvent des zones fortement touchées. Donc ce corpus étudié est défini par des limites, comme je vous le disais, géographiques, mais non pas par des critères chronologiques. L'inventaire qu'on a mené était vraiment à l'intérieur d'un territoire précis. Donc cette méthode a organisé notre recherche en deux étapes. Il y avait d'abord une étape observationnelle. Cette étape a pour but l'appropriation du corpus, donc combien d'églises, lesquelles, quelle implantation, etc., et l'évaluation du phénomène de mutation des églises. L'étape interventionnelle, elle, visait l'action sur le terrain dans le but d'élaborer des stratégies de reconversion. Je vais vous détailler ensuite ces différentes étapes. Donc, la première étape, elle relevait donc des méthodologies de l'inventaire
avec d'une part un inventaire que l'on peut qualifier de savant, qui concernait toutes les églises paroissiales présentes sur ce territoire. Donc là, vous voyez, c'était l'étendue du territoire, avec, on voit la métropole de Lyon en rouge, la Saint-Étienne métropole en vert, et les communes annexes sur le pourtour. Donc cet inventaire, il est systématique, c'était bien toutes les églises et chapelles paroissiales. Il s'appuyait sur différentes ressources comme des archives, des inventaires existants, des ouvrages. Et lui, cet inventaire permet un traitement quantitatif des choses. À côté de cela, il y avait un inventaire de type participatif. Celui-ci est beaucoup plus détaillé. Il portait sur des églises qu'on avait auparavant inventoriées comme des églises reconverties ou démolies. Et cet inventaire-là faisait appel à la mémoire locale à travers des témoignages d'habitants ou des associations. Et il permettait à la fois une analyse quantitative et qualitative. C'est-à-dire que le fait d'approfondir les cas d'églises qui avaient déjà été reconverties ou démolies permettait de comprendre à cet instant-là qu'est-ce qui s'était passé, quelle dynamique avait été mise en place, pourquoi on était arrivé à une reconversion ou à une démolition. Donc, pour compiler et exploiter toutes ces données d'inventaire, nous avons créé des outils tels que donc, une base de données pour le traitement quantitatif, une cartographie, donc, que vous avez sous les yeux. Donc chaque point représente une église. Donc on voit bien qu'au niveau du centre de Lyon ou du centre de Saint-Étienne, il y a une densité beaucoup plus importante d'églises et qu'ensuite, sur chaque commune, on a une église, voire parfois 2 ou 3. Voilà, donc c'est assez représentatif en fait de l'implantation des églises. Et enfin, nous avons créé des fiches d'inventaire. Donc c'est le volume que j'aurais aimé vous amener ce soir que je n'ai plus, mais voilà, si des personnes sont intéressées, je pourrais le diffuser ultérieurement. Et ces fiches permettaient justement d'approfondir un travail d'archives, donc à chaque fois une visite de terrain, rencontre des associations, les habitants, pour comprendre ce phénomène-là et pour documenter les reconversions ou les démolitions, que ça serve d'enseignement, et que par exemple un maire ou une paroisse a la problématique d'une église en devenir, et bien à ce moment-là, ces fiches d'inventaire servent de ressources, finalement, de dire, regardez, allez contacter tel maire ou telle paroisse, ils ont eu telle solution. Donc c'était vraiment de nourrir la réflexion par des exemples qui ont pu exister à travers le temps. Donc ensuite, il y avait l'étape interventionnelle, qui était donc l'étape, on va dire, action. Et donc, les outils développés visaient à mettre en pratique les différentes phases méthodologiques du plan Église, donc à travers des études approfondies sur certaines églises que nous avions recensées à l'étape d'avant comme fermées, où il n'y avait plus de culte, et où la municipalité et des associations locales, des habitants, étaient intéressés pour mener une réflexion et une collaboration sur l'usage de l'édifice. On verra ensuite quelle église c'était. Là, je vous présente d'abord les différentes étapes, mais je vous détaillerai les 3 cas d'études, ne vous inquiétez pas. Donc pour chaque église, il s'agit d'abord d'évaluer la capacité de l'église. Donc pour une appropriation de l'édifice, nous avons d'abord recours aux plans d'archives quand ils existent. Donc la Société académique d'architecture m'a d'ailleurs aidé sur un des cas d'études. J'ai retrouvé des plans et j'ai pu travailler grâce à cela. Quand les plans n'existent pas, j'avais recours à des relevés architecturaux et ensuite à une modélisation 3D pour pouvoir vraiment s'approprier le bâtiment. Cette étape a d'ailleurs été l'occasion, comme vous le voyez, d'exploiter les nouveaux relevés, les nouveaux outils du relevé pour le patrimoine, comme le relevé au laser, donc, sur l'église du Bac, qui est une église de Givors. La photogrammétrie également, ou encore le drone. Donc, pour cela, j'ai collaboré avec le laboratoire Maparia, et plus précisément Renato Saleri, qui est l'un des grands spécialistes des relevés patrimoniaux. Pour situer à peu près, il fait aujourd'hui partie de l'équipe CNRS qui est en charge du chantier de Notre-Dame. Donc voilà, c'est vraiment Maparia est vraiment spécialisé dans ces types de relevés. Donc, une fois que la capacité de l'église a été établie, il s'agit également d'évaluer les besoins locaux. En les faisant émerger grâce à des démarches inclusives, participatives et collaboratives. Donc on a pu faire des réunions publiques, par exemple, dans une église, dans une commune, dans la Loire, à Montarchet, ou encore des ateliers participatifs. Tout cela dépendait en fait du contexte. En fonction du contexte, on mettait en place des outils différents, donc pour évaluer les besoins et faire participer les habitants, les paroissiens. L'étape d'ensuite était d'évaluer la compatibilité entre le nouvel usage envisagé, qui émergeait des besoins locaux,
et les capacités de l'édifice. Donc cette étape formule une évaluation patrimoniale qui se base sur une étude historique et une analyse architecturale grâce aux éléments produits dans les 2 étapes précédentes. Elle aboutit à un document écrit, donc c'était vraiment comme un petit mémoire sur l'édifice. Et ce document est utilisé comme un outil de connaissance et de diffusion auprès de la municipalité et des habitants. Donc une fois qu'on avait recréé ou créé l'histoire, en termes d'architecture, de mémoire locale, etc., on diffusait cet ouvrage. Donc c'est les 3 premières pages que vous voyez, on diffusait ce document pour que les gens s'approprient aussi l'histoire de l'Église, parce que souvent ça touchait l'histoire de leur famille, etc. Donc ça c'est vraiment un outil de connaissance et de diffusion pour pour rassembler les habitants autour de ce projet-là. Et enfin, la dernière étape de ce processus consiste à établir un programme et proposer vraiment une vision architecturale par le projet d'architecture qui est ensuite présenté publiquement. Ce projet, donc, comme vous l'avez compris, il est issu des besoins qui ont été évalués en amont, les besoins qu'ont exprimés les habitants. Donc ce projet est présenté publiquement. Cette vision permet finalement juste d'engager le débat quant au choix de la mutation à venir. Parfois, on présente les images et finalement, ah non, c'est pas si. Donc voilà, ça permet d'engager le débat. C'est une vision prospective, mais ça n'enclenche pas le projet, mais ça permet, notamment au Québec, on remarquait que l'image d'architecture, la perspective par exemple, permet d'imaginer le lieu autrement, comme on ne l'aurait peut-être pas imaginé. Et finalement, ce n'est pas si choquant ou ce n'est pas si... Enfin voilà, ça permet vraiment de petit à petit d'ouvrir le débat, tout simplement. Donc cette phase de projet a également fait l'objet d'une collaboration, donc notamment avec 2 étudiantes qui sont maintenant architectes, Lisa Crouzet et Livia Delaporte. Elles ont mené ces projets dans le cadre de leur diplôme d'architecture. Elles faisaient la mention recherche. Donc c'est les 2 premiers projets que vous pouvez voir. Et on a également collaboré avec un architecte conseil de la métropole dans le cadre d'une expertise urbaine qui lui avait été commandée par la métropole sur une église à Villeurbanne. Donc, abordons à présent les principaux résultats de ces 2 étapes de travail. Donc, en termes de chiffres, comme je vous expliquais, le territoire de la région urbaine Lyon-Saint-Étienne représente une surface de 2920 km². Donc, j'essaye de resituer par rapport au contexte français. On voit le petit territoire par rapport à la France. On a ce territoire de 2920 km², composé de 251 communes et 101 paroisses. Ce territoire est à cheval entre le Rhône et la Loire, et également à cheval entre le diocèse de Lyon et celui de Saint-Étienne. La volonté était de pouvoir observer, peut-être au préalable on ne savait pas, mais en tout cas observer 2 dynamiques, c'est-à-dire celle du Rhône et du diocèse de Lyon et celle de la Loire et du diocèse de Saint-Étienne. On ne savait pas si on allait trouver des différences en termes de traitement des bâtiments, etc. Donc c'était volontaire, si vous voulez, d'être à cheval entre 2 territoires. On aurait pu prendre tout le diocèse de Lyon ou tout le diocèse de Saint-Étienne. Le choix était vraiment de pouvoir avoir un aperçu de 2 gestions. Donc cet inventaire comptabilise 429 églises et chapelles paroissiales, ce qui représente environ 1% du corpus des églises paroissiales françaises. Donc on peut penser que c'est pas beaucoup, mais quand même 1%, en termes scientifiques, ça commence à avoir une certaine représentation. Donc sur ces 429 églises, nous avons comptabilisé 55 mutations. Donc dans mutations, je m'explique, nous avons 27 reconversions. Donc, il n'y a plus de culte, ce sont vraiment un nouvel usage. 27 reconversions, dont 4 mixtes. Par mixte, j'entends que il y a encore du culte dans une partie de l'église et une autre activité dans une autre partie de la nef. Nous avons comptabilisé 13 fermetures et 15 démolitions. L'inventaire a également mis en avant des évolutions cultuelles à travers des partages d'églises entre différents rites et cultes. Cette dynamique a uniquement été observée au niveau de la métropole lyonnaise, pas du tout sur le territoire stéphanois. Donc sachez que ces chiffres datent, donc mon inventaire en termes de mutation s'est arrêté en août 2018 et que depuis,
deux nouvelles églises ont été vendues sur le diocèse de Saint-Étienne. Ces 2 églises ont été vendues pour être transformées bientôt en logement. Une troisième est en projet de vente. Donc voilà, c'est pour vous expliquer qu'en fait cet inventaire, il faut continuer à le suivre en permanence parce que c'est un phénomène actuel, en progression. Donc voilà, cet inventaire n'est jamais arrêté, si on peut dire ça comme ça. Donc, l'analyse des différentes mutations que je vous ai présentées met en évidence que finalement l'époque de construction d'une église est déterminante lorsque son avenir est en jeu. On remarque que les églises les plus reconverties sont celles qui ont été construites avant le XIXe siècle ou au XXe siècle. Les églises les plus démolies sont celles édifiées au XXe siècle. Et les églises qui restent fermées sont celles construites au cours du XIXe siècle. Donc j'appuie sur le « reste fermé », car en fait les églises vingtiennes sont celles qui ferment en premier, aujourd'hui, mais elles sont, comme je vous l'expliquais, elles sont plus facilement aliénées. Donc aliénées, c'est ou reconverties ou démolies, parce qu'elles sont de propriété privée. Donc il y a une facilité plus grande de mutation. Donc la date de construction détermine la propriété, comme je l'ai dit. L'église est publique ou privée, donc ça a un impact sur la gestion aujourd'hui. Cette date de construction détermine aussi la reconnaissance et les éventuelles protections patrimoniales. Plus une église est ancienne et plus souvent les monuments historiques sont des églises très anciennes. Les églises modernes ont très peu de protection. Certaines ont des labels. Donc avant c'était le label 20e, patrimoine 20e. Maintenant c'est le label architecture contemporaine remarquable. Certaines l'ont, que ce soit sur le diocèse de Saint-Étienne ou de Lyon, mais ces labels ne protègent pas. C'est pour faire prendre conscience aux gens de la qualité de cette architecture, mais ce n'est en aucun cas une protection. Donc, cette date porte sur ces reconnaissances et ces éventuelles protections. Et enfin, la date de construction a également en fait, un impact sur l'implantation géographique d'une église, car les églises la construction des églises ont suivi la construction des territoires. Donc, en ce sens, notre étude révèle des dichotomies territoriales, c'est-à-dire que 69% des mutations recensées sont surtout en milieu urbain et non pas en milieu rural, et plus particulièrement sur le diocèse de Lyon. Donc, de ce premier résultat, nous avons dégagé 3 grandes typologies. Des typologies chronologiques que nous avons nommées les églises historiques, les églises 19e et les églises 20e. Donc vous voyez en termes de chiffres, on a 104 églises historiques, 228 19e, 97 églises du 20e siècle. Alors, le fait qu'on ait 228 églises 19e peut aussi expliquer le fait qu'on en comptabilise plus de fermées. Vous voyez, il y a aussi les chiffres qui peuvent qui entrent en compte. Et donc l'étude approfondie et la caractérisation de ces 3 typologies, si on les a nommées comme ça, on a vraiment défini leurs caractéristiques. Ces caractéristiques ont permis de mettre en évidence les spécificités et l'attitude à adopter aujourd'hui lorsqu'on intervient sur une église comme ça, lors d'une reconversion par exemple, pour assurer la pérennité architecturale et sémantique aussi de l'édifice. Donc c'est des sortes de guides un peu qu'on a voulu mettre en évidence. Donc on pense que les églises historiques sont des palimpsestes et qu'aujourd'hui il faut les révéler, les valoriser, les prolonger dans l'intervention architecturale qu'on pourrait avoir aujourd'hui. Les églises 19e, elles, doivent être considérées et conservées comme des ensembles artistiques, vraiment. Et enfin, les églises 20e constituent encore un patrimoine à caractériser, car comme vous le voyez, ce sont aujourd'hui les églises les plus malmenées, on va dire. Donc, au-delà de ces typologies et de leurs enjeux mis en évidence, nous pensons que la patrimonialisation des églises dépend de notre capacité à développer un usage, d'un côté, et également d'avoir une approche architecturale adaptée. On entend souvent mais quel usage dans une église ça va défigurer le bâtiment. Donc voilà, il y a d'un côté l'usage et d'un côté l'intervention architecturale. Donc quel usage ?
Donc, notre inventaire consistait aussi à recenser donc, les églises reconverties. Et en ce sens, on a mis en évidence des usages que l'on retrouve. Donc, comme vous le voyez, le culturel monte, le programme culturel est le plus recensé. Associatif, institutionnel, donc c'était parfois les écoles, des écoles privées. Des équipements sportifs, du résidentiel aussi, on trouve, et du commercial professionnel. Donc, ça peut être il y a par exemple un menuisier qui a racheté une chapelle qui était liée à sa famille sur le diocèse de Saint-Étienne et il a mis son activité dans la chapelle. Enfin voilà, c'est pour vous expliquer ce que j'entends par commercial professionnel derrière. Donc l'étude de ces usages inventoriés et leur compatibilité à la fois entre le sens d'une église et la forme d'une église met en évidence que les besoins de la communauté, donc communauté c'est la société, les habitants, priment pour permettre l'acceptabilité du projet. Donc, en ce sens, un référencement d'usage par rapport à un type d'église, par exemple, ne s'avère pas pertinent, car chaque projet de reconversion est unique en fonction à la fois des caractéristiques de l'édifice, mais également des besoins et de l'acceptabilité locale. Certains habitants peuvent accepter un programme sportif, alors que dans un autre, absolument pas. Donc voilà, c'est vraiment à prendre en compte et peut-être pas faire venir un usage du haut, on va dire. On parle de bottom-up, c'est-à-dire des usages qui viendraient finalement des usagers, des habitants. Donc, effectivement, certaines architectures de décor, par exemple, se prêtent plus à un usage culturel, tel qu'un musée ou une salle de spectacle. Mais comme je le disais, c'est finalement ce qu'on trouve beaucoup plus aujourd'hui. Et il semble qu'il y a un besoin nécessaire d'envisager de nouveaux usages pour répondre aux besoins de réinvestissement des églises, tout en conservant leur vocation de lieu public, d'intérêt général, parce que c'est ce que les gens veulent conserver quand ils se mobilisent pour une église, avec par exemple des programmes à caractère socio et solidaire, des centres funéraires, des équipements sportifs et associatifs, ou encore des lieux autres tels que des tiers-lieux. Dans le volume qui circule, voilà, c'est des exemples à Marseille, une immense église du 19e siècle va être transformée en tiers-lieu. C'est un projet porté par la métropole, par exemple. Donc, voilà, il y a des nouveaux usages qui peuvent continuer à servir l'intérêt commun, le côté lieu public, finalement, où les gens peuvent toujours se rendre librement dans le bâtiment. Donc, cette prospective d'usage pose également la question de la pertinence d'un programme mono-usage, alors que les besoins de certaines petites communes, notamment en milieu rural, induisent plutôt un programme multi-usage pour répondre pleinement aux dynamiques locales. Peut-être que dans certaines petites communes, parfois, le matin, il y aurait besoin d'un espace associatif pour les personnes âgées et peut-être qu'en fin de journée, pour que les enfants puissent pratiquer telle ou telle activité. Donc finalement, voilà, ouvrir la réflexion à est-ce qu'il faut concentrer un seul et unique usage au sein de cet édifice ou au contraire permettre un roulement d'usage. Donc je parle de mono-usage ou de multi-usage dans ces édifices-là pour vraiment répondre finalement aux besoins locaux. C'est vraiment le cœur de l'idée. Donc, j'en profite vu que nous avons les photos. Voilà, ces photos, ça montre on va dire un panel de certaines églises qui ont été transformées, donc que j'ai pu inventorier. Bon, le musée des Beaux-Arts de Lyon, je pense que la plupart de vous le connaissez, mais voilà, il ne faut pas oublier que c'était vraiment une ancienne église paroissiale, l'église Saint-Pierre, qui a été raccrochée au musée, mais voilà, qui était bien une église paroissiale à l'origine. À côté, vous avez un projet de médiathèque dans une petite église à Saint-Marcellin-en-Forêt, donc à côté de Saint-Étienne. Cette église a un clocher qui est inscrit monument historique et pour autant, la municipalité voulait la démolir. Donc l'église appartenait à la municipalité, voulait la démolir parce que l'église tombait en ruine, qu'elle n'avait plus de projet et qu'elle ne savait plus quoi en faire. Les habitants se sont mobilisés, ils vont eux-mêmes proposer un projet de médiathèque en disant que la médiathèque qui existait aujourd'hui n'était plus appropriée dans les lieux, n'était trop petite, ne répondait pas aux besoins et donc ils ont proposé d'intégrer ce bâtiment-là et aujourd'hui finalement l'ancienne église Sainte-Geneviève est redevenue un lieu de vie, de culture où les habitants, les enfants, les scolaires viennent dans ce lieu pour consulter les livres. L'épicerie solidaire fait partie de ces églises de reconversion mixte que j'évoquais. C'est dans l'église Sainte-Camille à Vèze, à Lyon.
Donc, dans une partie de l'église, il s'agit d'un... Quand je parlais de partage de rites, etc., l'église est mise à disposition d'une paroisse orthodoxe. Et l'autre partie de la nef, donc il y a vraiment... C'est une séparation par des paravents. Et de l'autre côté, c'est la communauté Saint-Vincent de Paul qui a créé une épicerie solidaire pour, voilà, pour les familles du quartier. Donc c'est fait un peu, on peut dire, de bric et de broc. Il y a des étagères, des frigos, etc. Mais vous voyez, voilà, il y a une dynamique, il y a un besoin et ces espaces servent la communauté, l'intérêt général. Sur la salle de conseil municipal et de mariage, c'est donc dans une église à côté de Saint-Étienne. Et c'est, on va dire, l'église historique du village. Il y a une église au 19e beaucoup plus grande qui a été construite au cours du 19e siècle, mais celle-ci a été conservée par la municipalité et depuis les années 2000, il a installé sa salle de conseil municipal, donc avec une immense table pour le conseil municipal fait sur mesure pour voilà, l'espace de la nef, également la salle des mariages. Donc voilà, on voit, c'est un exemple. Vous avez l'exemple, celle-ci, donc c'était l'église de la Soleil à Oulin. C'était une église diocésaine qui a été rachetée par la municipalité d'Oulin pour en faire donc aujourd'hui, il s'appelle le Bac à Trailles. C'est un lieu de création artistique. C'est un lieu qui travaille en résonance avec le théâtre de la Renaissance à Oulin, où en fait des compagnies de théâtre, de danse viennent monter, créer leur spectacle et c'est même un lieu de représentation. Il y a des gradins amovibles qui se rangent, qui sortent, etc. pour accueillir les représentations. Donc voilà un exemple très proche de Lyon. Le cinéma est assez connu dans l'église de Janton, l'église de Balmont à la Duchère. Donc voilà, c'est un... Bon, après, ça pose la question. On ne dit pas que l'usage est approprié ou pas. Là, ça pose la question de mettre une boîte noire dans une église qui avait un travail sur la lumière très, très important. Donc, est-ce que c'est une reconversion? Est-ce qu'elle est heureuse, malheureuse, comme j'évoquais les reconversions du Québec? Voilà, là, c'est un inventaire, mais effectivement, parfois, les exemples posent justement la question de mais est-ce que finalement, est-ce qu'on respecte l'architecture du bâtiment en mettant une boîte noire dans un édifice qui était fait pour avoir des filtres de lumière pour son espace intérieur? Donc, voilà, ça pose des questions. L'exemple du bas est une salle d'escrime dans la chapelle Sainte-Geneviève à Bron. Cette chapelle a également été rachetée par la municipalité de Bron à l'époque pour donc y installer la salle d'escrime. Donc il y avait des salles de catéchisme sur le côté qui sont aujourd'hui les vestiaires, les bureaux de l'association sportive. Et donc dans l'ancienne nef, vous avez donc la salle d'escrime. Et le dernier exemple que j'ai présenté ici, c'est donc le self de la cantine d'une école privée à Lyon, qui se trouve dans l'ancienne église Sainte-Marie de la Guillotière, donc à côté de la manufacture des tabacs. Cette église donc, a été vendue par le diocèse. Elle a failli être démolie aussi. Donc il y a, encore une fois, je vous ai dit, on l'observe à chaque fois, mobilisation des habitants, des paroissiens. Voilà, c'est vraiment un phénomène récurrent. Et finalement, l'église n'a pas été démolie, elle a été rachetée donc, par une école privée. Et donc, vous pouvez voir que certains vitraux ont été conservés. Voilà, donc il y a eu, et à côté, il y a eu une création architecturale. Il y a un bâtiment qui a été construit à côté de l'ancienne église. Voilà. Des exemples, vous en trouverez d'autres dans le volume de thèse. Là, c'était, voilà, je vous ai détaillé ces illustrations, mais il en existe d'autres. Et donc, comme j'expliquais également, je pense que là aussi également que la patrimonialisation des églises relève également de notre capacité à développer une approche donc architecturale adaptée à l'édifice, car la justification de l'intervention auprès des habitants constitue également un des enjeux dans l'acceptabilité du projet. Notamment sur un des cas d'études que vous verrez par la suite, donc, où j'ai travaillé à Givors, les habitants avaient énormément peur de la défiguration de l'église. Enfin, c'était vraiment, elle va être défigurée, enfin, donc, je pense que si l'architecte est prêt et en général il l'est, mais il est capable d'expliquer sa posture, de s'appuyer sur des pratiques qui existent en termes de, donc je vais vous présenter, de restauration, d'écoles qui existent. Parfois, les habitants sont moins craintifs et voilà, ça s'appuie sur des pratiques reconnues. Donc, en ce sens,
finalement, les exemples de reconversion que nous avons inventoriés n'ont pas révélé vraiment d'attitude ou de geste architectural, on va dire, fort. C'était plutôt une appropriation de l'espace un petit peu, où simplement les bancs ont été retirés, on a gardé la nef et finalement l'espace suffisait en lui-même pour l'activité nécessaire. Donc, pour pouvoir accompagner cette démarche d'action sur le terrain et pour pouvoir aider aussi les architectes à se positionner avec des positions reconnues, nous avons formulé des hypothèses d'intervention. Alors ça peut paraître un petit peu, comment dire, un peu grand, mais comme des théories de la reconversion. Il existe des théories de la restauration, donc pourquoi pas évoquer des théories de la reconversion. Et cette théorie de la reconversion s'appuie, elle, sur des théories anciennes, donc les théories de la restauration qui sont reconnues, la restauration stylistique, donc la grande figure de cette théorie est Emmanuel Viollet-le-Duc, alors qui est crié, décrié, mais en tout cas, voilà, c'est des pratiques connues et reconnues, ou la restauration critique, qui est plutôt été portée par Cesare Brandi, qui va plutôt chercher, on va dire, les différentes strates, épaisseurs de l'œuvre artistique et architecturale quand on intervient aujourd'hui, révéler cela. Donc ça s'appuie sur ces deux théories historiques et également qui s'associent sur, donc on pense qu'à côté de cette attitude de restauration, il faut penser à une création contemporaine pour actualiser ce patrimoine. Et cette création doit être pensée donc, avec le principe de réversibilité des interventions. Comme ça, face peut-être à toute crainte aussi, il faut se dire que cette intervention aujourd'hui répond à un besoin, permettra peut-être de sauver l'Église, de lui permettre de passer les années et peut-être qu'un jour on n'aura plus besoin de ce nouvel usage, on reviendra au culte ou à un autre, mais en tout cas, vraiment avoir cette idée de principe de réversibilité. C'est une chose qui est de plus en plus développée par rapport aux monuments historiques, etc. Donc peut-être l'avoir sur tout édifice, sans qu'il soit forcément protégé. Et cette création architecturale peut être pensée en relation entre l'ancien et le nouveau. Et donc, elle peut être pensée, voilà, nous avons émis différents thèmes, soit en révélation du lieu, soit en prolongation du lieu. Donc, à chaque fois, alors, c'est des schémas types, mais à chaque fois, ces interventions prennent en compte les caractéristiques de l'édifice ou en ponctuation du lieu. Ce qu'on remarque parfois dans les pays qui agissent sur leur patrimoine culturel, c'est que, encore une fois, dans l'imaginaire collectif, s'il n'y a pas un signe un petit peu contemporain qu'un nouvel usage est dans l'édifice, le projet ne prend pas forcément. Ou ça. Donc là, c'est vraiment de dire, voilà, on apporte un nouvel élan, une nouvelle vie à ce bâtiment-là. Donc on marque aussi, alors pas par des choses forcément voilà, dévastatrices, c'est pas du tout l'idée, bien évidemment. Donc, cette étape interventionnelle, donc, comme je vous le disais, je vais vous présenter maintenant les 3 cas d'études. L'idée était de confronter les différentes étapes d'investigation du plan Église québécois à travers 3 cas d'études qui correspondent aux 3 typologies énoncées au préalable. Donc, il ressort que les enjeux de fragilité énoncés pour chacune ont été confirmés. Donc, le premier cas d'étude, donc d'église historique, était l'église de l'Assomption de la Vierge à Montarcher, donc une commune de la Loire, qui est une commune considérée comme une commune très très rurale profond, on va dire. Il n'y a plus de messe dans cette église. Il y en a simplement une pour le 15 août, car c'est en même temps une tradition d'avoir la fête du village pour le 15 août, comme beaucoup de villages en France. Donc il y a une messe qui a été demandée par les habitants, car la paroisse ne voulait plus non plus faire la messe du 15 août. Donc les habitants ont tenu à cette tradition de messe du 15 août pour pouvoir continuer à célébrer le village. Donc l'idée, c'était de dire que le culte était maintenu. L'idée n'était pas de la désaffecter, mais comment justement la faire vivre alors qu'elle n'avait qu'une messe une fois par an. Cette église est classée monument historique depuis 1932, donc elle est reconnue comme une véritable œuvre d'art. Elle a des traces du 12e, du 15e, enfin voilà, on suit vraiment l'évolution du village et
ces agrandissements révèlent cela. Donc c'est sur ce projet qu'a travaillé Lisa Crouzet. Et finalement, cette église, au départ, nous avons travaillé donc sur cette église et l'église s'est révélée comme un point de réflexion finalement sur tout le village. Ce village aujourd'hui a un impact touristique assez impressionnant. Les gens viennent en car pour voir une vue sur la chaîne de Puy-de-Dôme vraiment impressionnante. Donc ils ont ce besoin, c'est maintenant cet envahissement touristique qui leur pose presque problème. Donc au départ, l'église, on a réfléchi vraiment à l'usage de l'église, mais finalement la réflexion s'est portée à tout le village et comment accueillir ces populations qui viennent massivement l'été et comment, en réfléchissant à l'ensemble du village, l'église pouvait intervenir. Donc, en ce sens, nous avons proposé une salle de diffusion. Donc, il y avait à côté de cela la création d'un centre d'interprétation de l'architecture et du patrimoine du Forêt, donc avec donc des bureaux, une médiathèque, etc. Mais l'église devenait la salle de diffusion dans laquelle il pouvait y avoir des conférences, des expositions, etc. Donc il y avait vraiment l'aspect réversible, comme je vous l'expliquais, où l'église pouvait être utilisée ponctuellement pour les besoins du centre d'interprétation, mais on pouvait tout à fait y faire des cultes lorsque le besoin était nécessaire, était demandé. Cet exemple, comme je vous disais, les cas d'études révèlent les fragilités un petit peu énoncées. C'est que finalement, les églises historiques, elles fédèrent unanimement. C'est sûr que là, pour vous dire, dans ce village-là, on a fait des réunions publiques. Alors, il y a 56 habitants dans ce village, donc voilà, il y a très peu d'habitants. Mais on avait au moins 40 personnes aux réunions publiques. Donc voilà, ils sont vraiment attachés à ce bâtiment-là, au-delà de l'aspect cultuel. C'est vraiment un repère, que ce soit dans le paysage, dans l'histoire du village, etc. Donc les églises historiques fédèrent unanimement. Et le risque, mais en même temps, c'est ce qui permet de les valoriser, de les conserver, mais c'est qu'elles tendent à se muséifier un petit peu. Donc voilà. C'est ce qu'il en ressortait. Le deuxième cas d'étude s'est porté donc sur une église 19e qui est l'église Saint-Nicolas de Givors. Il faut savoir que la commune de Givors possède 3 églises aujourd'hui. Et le choix de la paroisse a été de rassembler les messes dans une église. Donc il y a l'église Saint-Pancrace qui est une église ancienne, l'église historique, dans laquelle il y a régulièrement des expositions artistiques dirigées par les associations locales. Et l'église Saint-Nicolas, qui possède un orgue, des tableaux et des vitraux protégés, donc ou classés ou inscrits, n'est pas ou très peu utilisée. Donc il y a parfois une messe à l'arrière, dans une petite salle, mais il n'y a plus de messe les dimanches, il n'y a plus de messe dominicale dans cette église-là. L'édifice était peu entretenu. La toiture fait défaut, des coulures rentrées, il y a des tableaux vraiment, comme je vous dis, donc classés monuments historiques qui étaient en danger dans cet édifice, des toiles étaient déchirées. Donc voilà, il y avait vraiment une volonté, en tout cas de la part de la municipalité, de mener une réflexion. Ce n'était pas de dire on fera forcément quelque chose, mais le fait, voilà, je les ai contactés et ils n'avaient pas envisagé ces solutions-là. Ils ont été intéressés et nous avons travaillé avec l'association culturelle Saint-Nicolas, qui est portée par des paroissiens et des habitants de Givors, qui ont joué le jeu et qui nous ont aidés dans cette démarche-là. Donc ce projet est le plus abouti des 3 en termes de démarche participative. L'étudiante Olivia Delaporte a vraiment mis en place des ateliers participatifs, des réunions publiques. On a fait une projection de films dans l'église pour montrer des cas d'église transformés ailleurs. Il y a eu des spectacles de danse. Si vous voulez, l'idée c'était de réouvrir le lieu, de recréer une émulsion autour de cet édifice pour engager le débat et voir finalement quels besoins auraient pu être mis en évidence. Et donc, suite à ces démarches participatives, 5 scénarios ont été proposés en fonction du degré de pratique du culte. Donc, l'occupation temporaire était lorsque le culte était complètement conservé. Et
voilà, la halle des possibles, la galerie, la cantine des Voraces et le centre Jeunes Talents. Si vous voulez, le centre Jeunes Talents, c'était de dire l'église est désaffectée, voilà ce qu'on pourrait proposer, mais à chaque fois, c'était ou réversible ou non. Donc 5 projets ont été proposés, ont été soumis aux habitants. La dernière séance a été une présentation des projets où ils pouvaient interagir avec des post-it et nous dire clairement oui, non, attention, on tient à notre église. Enfin, voilà, ils se sont vraiment exprimés sur les images qui ont été présentées. Et finalement, aujourd'hui, c'est l'occupation temporaire qui a été choisie. Et pour cause, les tableaux et les vitraux qui sont à l'intérieur vont être restaurés. La municipalité a obtenu des fonds, justement. Donc l'idée, c'était de faire une sorte de chantier école ou de chantier pédagogique à l'intérieur de l'église. Donc l'idée, c'est que les tableaux et les vitraux soient restaurés tant qu'on peut à l'intérieur de l'église et d'ouvrir un chantier aux scolaires, aux habitants, dans le cadre des journées du patrimoine, etc., pour ouvrir le lieu et pour montrer ces métiers-là aussi qui sont des véritables métiers. Et l'association culturelle Saint-Nicolas a également eu une commande. Il y a un fabricant d'orgue qui a besoin d'espace pour fabriquer un orgue qui a été commandé pour Séoul. Et un facteur d'orgue, tout à fait. Et il se trouve que pour construire un orgue, il faut un lieu comme une église. Parce qu'il faut la dimension de l'église, il faut les conditions thermiques et chronométriques d'une église. Donc finalement, il cherchait un espace pour pouvoir faire cet orgue, et a priori ça va se faire. Voilà, donc une convention sera passée entre la ville, la paroisse, etc. Mais donc c'était de dire, voilà, pour l'instant on opte pour l'occupation temporaire, mais ça pourra peut-être amener justement des idées suite à cette occupation temporaire. Pourquoi peut-être que dans un sens ou dans l'autre, peut-être que le culte reprendra, peut-être que d'autres activités prendront corps suite à ce projet. Donc ce que l'on retire un petit peu des églises 19e, c'est qu'elles sont souvent monumentales et que c'est la représentation de l'église par excellence, on va dire, de ces mini-cathédrales presque. Et cette architecture conditionne les représentations collectives et finalement également la non-intervention. Elles sont tellement grandes, elles sont tellement belles qu'on n'ose pas non plus oser penser des projets dans ces édifices-là. C'est ce qui revient sur les églises 19e. Et enfin, le dernier cas d'étude porte sur une église 20e. Donc c'est sur cette église que la Société académique d'architecture m'a beaucoup apporté en termes d'archives. C'est une église de Pierre Janton qui a été construite dans les années 1960, mais conçue dès 1957. Et donc cette église, malgré les démarches patrimoniales qui ont été entreprises, malgré l'expertise urbaine qui a été conduite par la métropole, l'église a été démolie finalement. Cela reflète à la fois le manque de connaissances et de considération des églises 20e en général. Hein. Cette église est caractéristique, voilà, du phénomène que l'on peut observer au niveau de la France. Et en particulier des églises construites après la Seconde Guerre mondiale. Donc dans ce cas, nous, on pense que notre étude est probablement arrivée trop tard dans le projet à la fois de vente et de démolition qui était engagé par le diocèse, car il était déjà engagé depuis 2013. Donc notre étude a commencé en 2015-2016, donc effectivement, il y avait des choses déjà engagées. Mais cette démolition, donc voilà, il faut aller au-delà, et cette démolition pose la question de la valeur foncière des parcelles qui accueillent ces églises 20e, qui aujourd'hui dépassent toute considération patrimoniale. À l'époque, ces églises étaient construites au centre des nouveaux quartiers. C'était des églises construites avec l'extension urbaine, donc dans les quartiers construits après la guerre pour un vrai besoin de logement. Elles étaient au centre des quartiers. Et aujourd'hui, ces parcelles sont toujours au centre de ces quartiers. Et donc, voilà, comme je vous l'explique, la valeur foncière est en jeu. Donc, les considérations patrimoniales, malheureusement, passent peut-être au second plan, que ce soit de la part des municipalités, de la DRAC, confondues. Donc, finalement, si cette étape de recherche par le projet n'a abouti à aucune reconversion effective, ça a été des réflexions menées, etc., mais n'a pas abouti à un projet de reconversion, elle aurait eu le mérite de susciter des réflexions et des prises de conscience, que ce soit au niveau des municipalités comme des diocèses, mais également de certaines instances patrimoniales comme la DRAC qui a été sollicitée notamment sur l'église XXe siècle.
Et d'ailleurs, en ce sens, certains m'en ont parlé tout à l'heure, il y a un livre qui vient de sortir sur les églises 20e du diocèse de Lyon, un très bel ouvrage, et un colloque qui est également organisé sur cette thématique au courant du mois de février prochain. Donc voilà, ça montre que finalement, la réflexion se fait petit à petit. Dernier paramètre, il me semble également important de souligner les différences de temporalité que peuvent également expliquer ce résultat de non-projet, on peut dire. C'est le temps de la thèse qui est finalement relativement court, 3 ans, par rapport au temps du patrimoine qui est, lui, est beaucoup plus long, bien évidemment. Et d'ailleurs, l'exemple québécois montre que certains projets de reconversion ont pu mettre entre 5, voire parfois 10 ans pour arriver à un consensus, à un projet, etc. Donc voilà, c'est sûr qu'en 3 ans, on ne pouvait pas aboutir à un projet de reconversion, mais comme je vous le dis, ça a suscité des réflexions, des prises de conscience qui ne sont pas négligeables. Donc, au regard des résultats que je vous ai présentés, quelle est la compatibilité entre le plan Église québécois et le contexte français ? Eh bien, en dehors de la différence de propriété en France, qui nécessite un accompagnement juridique nécessaire, les phases du plan Église québécois semblent pouvoir s'appliquer finalement sans grandes adaptations. Une telle démarche crée, comme je vous le disais, une véritable émulsion de connaissances et de rencontres autour de l'Église et permet de refédérer autour d'elle pour tenter de lui redonner une place au cœur des dynamiques locales actuelles, place qu'elle occupait à l'origine. Néanmoins, l'application du plan Église québécois en France montre des limites, et à mes yeux, la plus grande provient des freins des représentations collectives et du contexte religieux actuel. Pour pallier à ces limites, il me semble aujourd'hui intéressant de mettre en perspective cette étude avec des nouvelles recherches qui ont vu le jour, notamment au niveau européen. En effet, si en 2015, au commencement de ma thèse, seul le Québec avait mis en place un programme de recherche sur cette thématique, depuis 2016, la région de Meurthe-et-Moselle en France a investi ce sujet, donc avec l'organisation d'un colloque notamment, mais également la Belgique, où les pouvoirs publics ont créé un bureau en charge de la réaffectation des églises vacantes de Flandre, en lien avec le milieu universitaire, le milieu religieux et des agences d'architecture également. Tout récemment, c'est le CAU du Calvados qui a monté un colloque sur cette thématique-là et actuellement, il y a un appel à idées intitulé Sacrée Église qui est en cours. Ils ont pris 3 édifices sur leur territoire, donc c'est pas une prospective de projet, c'est simplement 3 édifices qu'ils ont identifiés sur lesquels il faut un appel à idées. Donc tout architecte, étudiant pouvait s'inscrire en équipe pour proposer des projets dont les programmes sont imposés. Il y a un bâtiment, un programme, donc voilà, il y a 3 cas d'études comme ça. Les projets sont à rendre pour le 22 novembre, donc je pense que voilà, ils vont diffuser aussi sur cette thématique-là. Donc ça montre un besoin des territoires sur cette thématique-là. Donc aujourd'hui, si cette étude peut constituer les bases d'un plan d'action, il me semblerait pertinent pour la suite, si tant est que des personnes veulent prendre ce problème à bras le corps, il semblerait pertinent donc d'approfondir et de compléter cette méthode grâce à la mise en place d'un projet réel en partenariat avec des institutions publiques, donc les mairies, les DRAC, par exemple, les institutions religieuses. Je pense que sur cette thématique-là, la collaboration avec les diocèses est essentielle, obligatoire, et également des agences d'architecture pour pouvoir porter cette parole d'architecte. Il pourrait porter soit sur des édifices qui ont été identifiés, soit sur un territoire comme une ville, une paroisse, un département, un diocèse ou même, pourquoi pas, une région, si les partenaires sont réunis. Pour conclure, j'espère avoir démontré par ce travail donc, de recherche que l'architecte, de par son expertise à la fois technique et sensible du lieu, peut jouer un rôle central dans la mise en action de cette réflexion. Encore faut-il, je pense, que les communes et les diocèses se saisissent de la question et affrontent la problématique avec audace et vision. Et cette vision peut être apportée par le regard de l'architecte pour ce patrimoine cultuel. Peut-être qu'un jour en France, comme au Québec, on ne comptera plus les églises qui, donc je cite Lucie Morisset, qui bien au-delà des besoins cultuels, auront continué de fédérer l'investissement des collectivités, se posant comme par le passé
comme les vitrines de l'innovation et du dépassement. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup pour cette étude très intéressante. C'est un plaisir. Je crois que vous voulez que le débat s'ouvre, si c'est possible. S'il y a ou des questions, ou des remarques, ou des... Peut-être que vous voulez qu'on fasse passer le... Je sais pas. Tenez. Il y en avait un autre. J'ai bien compris, et c'est facile à comprendre, une reconversion totale, une démolition, etc. Mais une reconversion mixte, je ne vois pas bien comment l'autorité de l'Église peut être conservée et celle de la commune aussi. Alors, mixte, comme vous l'avez compris, l'affectation au culte reste bel et bien. Il n'y a pas de désaffectation à amorcer. Et donc, c'est, comme je le disais, un vouloir faire. C'est-à-dire que le prêtre, qui est on va dire, donc il y a un affectataire et un propriétaire. Le prêtre est l'affectataire du lieu et il a droit de veto sur ce qu'il se passe dans une église ou non. Je vous explique un petit peu le contexte juridique. Et donc, si l'affectataire est en accord sur le fait qu'il y ait une activité dans l'église, cela peut se faire. Comme on accorde un concert, par exemple. Alors, c'est sûr que c'est des choses qui ne se font pas, qui peuvent peut-être heurter certaines personnes. Comme je vous dis, c'est des choses qui se font en accord, en collaboration. De toute évidence, le prêtre doit donner son accord. Et si des paroissiens, par exemple, alors je vous cite des exemples qui n'existent pas, que les paroissiens veulent monter, par exemple, une bibliothèque dans un espace de l'église, que le prêtre est en accord avec cela, c'est possible. Et la propriété reste communale, donc l'entretien du bâtiment reste à la municipalité. Enfin, vous voyez, c'est de l'accord et du vouloir faire ensemble. Alors, je peux vous parler de l'exemple québécois qui est différent, mais c'est des choses qui peuvent être envisagées en France. L'idée, c'est de s'inspirer peut-être de choses qui peuvent exister. Donc, comme je vous le disais, parfois, les municipalités au Québec rachètent l'église qui est de propriété privée. La rachètent en mettant à disposition un espace pour qu'il y ait encore des messes qu'il s'y passe. Donc là, c'est une convention de mise à disposition d'un espace, comme on mettrait un espace à disposition pour une association. Les paroisses sont des associations, donc on pourrait mettre à disposition un espace pour que des messes se passent, tout en ayant, par exemple, la bibliothèque du village à côté. Donc mais dans ce cas-là, en France, il faudrait faire le choix de la désaffecter. Chose qui nécessite l'accord du prêtre et du diocèse, mais on n'est pas obligé d'aller jusqu'à la désaffectation. L'affectation peut rester, si tant est que la paroisse, le prêtre, est en accord avec l'usage qu'il peut y avoir dans son église. C'est des montages juridiques, effectivement. Là, on n'est plus dans l'architecture, mais en tout cas, en commençant ce sujet, je n'avais pas soupçonné cet aspect juridique, justement. Et donc, j'ai dû me former. J'ai suivi un diplôme universitaire à l'Université Lyon 3, à l'Université catholique de Lyon, pour comprendre tous ces enjeux juridiques qui sont effectivement... qui peuvent paraître contraignantes, mais qui permettent des solutions. Si tant est qu'on le veut. Si c'est un bâtiment, un monument historique, il faut laisser l'église dans sa totalité. Oui. Alors, quand on parle d'usage à côté, c'est pas forcément l'idée de recouper l'espace en... c'est pas une nécessité comme telle. Par exemple, vous avez vu l'exemple de l'épicerie solidaire, ça peut être dans un endroit aménagé sans pour autant qu'il y ait des grandes parois en maçonnerie. Vous voyez, il y a la notion de réversibilité d'un côté. Donc, on peut avoir une intervention architecturale qui s'enlève et on ne voit aucune trace. Et il y a des possibilités d'usage. C'est les conditions que peut mettre un prêtre, c'est de dire, moi, s'il y a un usage autre dans mon église, ce n'est pas au moment du culte. Donc, en termes d'espace, on n'est pas obligé de cloisonner et il n'y a pas de nuisance sonore.
l'espace est conservé pour le culte lorsqu'il y en a, et l'usage de bibliothèque, par exemple, ne se fait qu'au moment où il n'y a pas de culte. Enfin, après, comme je dis, c'est des montages, c'est de l'organisation, du planning, entre guillemets, mais voilà, vous n'êtes pas obligé de recouper du tout l'espace. C'est pas... Quand vraiment je parle de démarche architecturale aussi, c'est de respecter ces caractéristiques architecturales, ces grandes nefs, etc. Voilà, l'idée n'est pas de faire des planchers, des ci, des ça. Enfin voilà, il y a à prendre en compte vraiment l'architecture pour chaque projet. Oui, je voudrais poser une question qui n'a rien à voir avec l'architecture. Mais est-ce que vous connaissez des exemples d'une permanence du caractère cultuel et où la religion change? Et dans cette hypothèse, quelle est la position de l'Église si une église devient une mosquée? Possible ou pas? Alors ça c'est, depuis que j'ai commencé ce sujet, c'est la question qui revient. Alors il y a des exemples en France, pas à Lyon. Pour tout vous dire, quand ça s'est fait vraiment naturellement, c'est-à-dire que c'était le prêtre, les paroissiens qui prêtaient un espace. Ce n'était pas forcément la nef. Il y a d'autres espaces dans une église, il n'y a pas que les nefs. Et les exemples qui existent se sont vraiment faits de communauté à communauté et sans... c'est pour ça que je vous dis que si quelqu'un vient d'en haut en disant on fera une mosquée dans cette église, ça ne passera pas. Par contre, si les paroissiens sont en contact avec une autre communauté et veulent bien prêter un de leurs espaces, voilà, c'est des choses. Donc, à Boron, il y avait une église dans le quartier de Terraillon qui, à une époque, a prêté des salles, donc c'était plutôt les salles de catéchisme, à la communauté musulmane. Voilà, c'est des choses qui peuvent exister. J'en ai pas recensé dans mon inventaire. Par contre, comme je vous le disais, j'ai plutôt recensé des mises à disposition d'espace pour d'autres rites ou cultes, donc les rites orthodoxes, les rites orientaux. Notre-Dame du Liban, par exemple, qui était l'église dans le 7e, qui était Saint-Jacques des Apôtres, qui est maintenant Notre-Dame du Liban. Voilà, elle est mise à la disposition du culte maronite, par exemple. Enfin, voilà, il y a ce genre de pratiques sur le diocèse de Lyon à Montorgueil. Oui, dans la Drôme, par exemple, j'ai connu des églises qui étaient à moitié protestantes et à moitié catholiques. Tout à fait. Sachant que le contexte drômois était particulier puisqu'on a presque autant de protestants que de catholiques. Et c'était un peu la question que je voulais vous poser. Vous n'avez pas soulevé la question catholique où les catholiques sont très attachés aux bâtiments, alors que les protestants beaucoup moins. Et dans les pays anglo-saxons, il y a beaucoup plus de réutilisation, me semble-t-il. Le protestantisme accepte beaucoup plus ce principe. Il y a à la fois l'aspect religieux, effectivement, le protestantisme, c'est la communauté, les gens qui font église et pas forcément rattachés au bâtiment, effectivement. Mais il y a, notamment, vous me parlez de l'Angleterre, c'est ça, oui. Il y a aussi notamment la question de propriété, ou la Hollande, c'est les questions de propriété également. C'est souvent des églises de propriété privée. Donc voilà pourquoi on observe aussi plus de reconversion. Car les paroisses sont vendues pour questions financières. Oui. Dans un contexte latin, est-ce que vous avez eu connaissance, est-ce que vous êtes penché sur l'exemple de Bologne, qui a fait l'objet d'une étude très approfondie de 1970 à 1975 pour arrêter, comme il débordait d'églises, c'est la ville de Bologne, c'est un problème qui a été pris à bras-le-corps par la commune, la région, et avec énormément de reconversion en contexte vraiment latin. Est-ce que vous avez eu connaissance de cette étude et surtout de son application? Alors non, je sais qu'il y a eu des dynamiques en Italie également, mais je préfère être honnête et vous dire... Elle a eu une diffusion, ça a été la première étude systématique, morphologique, oui. d'église pour définir leur reconversion
que ce soit des garages dans le de temps. quartier, des gymnases, des centres de musique, et ainsi de suite. Oui, et l'idée, c'était aussi de pouvoir éventuellement phaser dans le temps, c'est-à-dire le fait de collaborer avec les diocèses, par exemple, c'est de pouvoir se dire, bon, d'ici 5 ans, d'ici 10 ans, on veut se départir de celle-ci, et en fait, d'arriver en amont sur cette problématique-là, et pas au dernier moment, quand... donc, je sais que le projet de Bologne a travaillé dans ce sens-là, justement, de phaser dans le temps. Leur urgence, c'était qu'ils n'étaient pas capables financièrement de toutes les sauver. Donc la question, c'est examinons la situation pour voir par priorité ce qui est à consolider en attendant de savoir ce qu'on va en faire et qu'est-ce que l'on peut reconvertir le plus vite possible. Ma deuxième question, c'est parmi toutes les... comme là, vous avez fait le tour, donc toutes les églises paroissiales, combien parmi elles, en pourcentage en gros, avaient fait l'objet au moins d'un paragraphe dans le plan d'urbanisme de la commune? Alors les questions de PLU, justement, moi quand vous parlez de règlement de la commune, c'est le PLU, assez peu. Justement, et je l'évoque comme pour moi une nouvelle façon peut-être de considérer ces bâtiments-là aujourd'hui, c'est-à-dire que les DRAC classent de moins en moins l'édifice. Aujourd'hui, c'est un fait, l'État a moins d'argent, donc on classe moins de bâtiments. Et peut-être que ça serait un des leviers de les inclure au PLU pour pouvoir... C'est une carence fondamentale du PLU. Un PLU qui ne parle pas des bâtiments, et par exemple, je prends le cas de l'église de Jean-Tour à Villeurbanne, un PLU normal aurait réglé la question. Pour savoir quel était l'intérêt du bâtiment et sans classement monument historique et tout, le PLU a tous les outils pour éviter la démolition. Tout à fait. Mais parce que, encore une fois, dans les représentations collectives, une église est une église et restera une église. Et pour beaucoup de monde, c'est impensable de toucher à une église. Et pourtant, aujourd'hui, on se rend compte que c'est... Donc peut-être que c'est pas intégré au PLU parce que ça paraît évident qu'on touchera pas à une église. Mais non. Oui, tout à fait. Donc non, je n'ai pas étudié église par église le traitement du PLU parce qu'il y a beaucoup de petites communes, notamment en milieu rural, qui n'ont pas de PLU. Mais par contre, j'ai une partie juridique qui est justement l'aspect reconnaissance, protection, etc. Il y a je pense que c'est un des nouveaux leviers, justement, et c'est l'intégration au PLU notamment des églises modernes. Il nous reste un grand merci à vous féliciter. Merci à vous.